Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce JT d'Agno et ses alentours. Au menu de ce JT, en ce mois de novembre, la grippe fait son grand retour. Les vaccins sont de nouveau disponibles depuis le 22 octobre dans vos pharmacies. En 2022, vous pourrez dire adieu aux emballages plastiques de vos fruits et légumes. Une trentaine d'entre eux sont concernés. Face à une vague d'abandon de chats et de chiens, vous pouvez aider sans forcément adopter. Les familles d'accueil pour animaux sont en manque d'effectifs. 30 ans déjà, une exposition hommage à Serge Gainsbourg a lieu jusqu'à la fin du mois à Erstein avec des photos et vidéos exclusives. Il tue de nombreuses personnes. Chaque année, le virus de la grippe revient en force. La campagne de vaccination a même été avancée au vendredi 22 octobre contre le 26 initialement prévu. L'objectif, vacciner les personnes les plus fragiles. Un reportage de Tom Brechtenbach. À 75 ans, Jocelyne Lecomte ne plaisante pas avec la grippe saisonnière. Bonjour, Suzanne l'infirmière, je viens pour votre vaccin. Pour la 4e année consécutive, elle va se faire vacciner. Mais à cause d'une récente opération, cela se fera à la maison. Les personnes âgées ont le devoir d'ailleurs de se faire vacciner. Pour eux-mêmes d'abord, pour être protégés de la maladie, pour éviter par exemple d'aller dans les hôpitaux, pas très agréable. Et puis aussi pour les autres, pour nos proches. C'est important pour les infirmières de prévention. Donc aussi bien de parler aux patients en amont de la vaccination et ensuite de les accompagner au moment de venir à domicile, de les informer sur le geste et de faire le suivi un peu derrière. Une vaccination annuelle, mais faut-il s'inquiéter si l'on a déjà été vacciné contre la Covid-19 ? Depuis quelques jours, on n'a plus besoin d'attendre. On peut faire les deux vaccins soit simultanément le même jour, soit comme on veut, du jour au lendemain. On n'a plus besoin d'intervalle. Dans la résidence senior d'Amécosie, ce sujet n'est qu'une simple formalité. Enfin, à quelques exceptions près. 2 ans de suite, je me suis faite vacciner et j'étais chaque fois malade. Alors, est-ce... Ça, je ne peux pas le prétendre. Je ne sais pas si c'est suite au vaccin ou si j'aurais quand même dû être malade. Ça, je n'en sais rien. Ça, je ne peux pas vous dire. Depuis terminé, je ne me fais plus vacciner. Elle a fait ses preuves quand même. Elle a fait ses preuves. Alors je crois qu'il faut se faire, surtout à nos âges, se faire vacciner. Parce que la moindre infection peut prendre des proportions ennuyeuses. Selon le site Statista, ce sont plus de 8300 personnes en France qui ont trouvé la mort suite à la grippe en 2019. Bien que son efficacité ne soit pas de 100%, se faire vacciner permet tout de même de limiter les symptômes en cas d'infection. Il se base sur l'épidémie qu'il y a eu dans l'hémisphère sud pendant que nous c'était l'été, chez eux c'était l'hiver, et les biologistes voient un petit peu comment a évolué le virus. Et ils fabriquent tous les ans un vaccin qui a été un petit peu modifié par rapport à celui de l'année d'avant pour essayer d'être le plus efficace possible. Cette année, l'objectif du gouvernement est d'atteindre une couverture vaccinale de 75% contre les 55% de l'année dernière. La maladie peut toucher petit comme grand et les jeunes peuvent également aller se faire vacciner gratuitement. Toujours dans le domaine de la santé, ce mardi a été un grand moment pour la ville d'Agno. La station de la qualité de l'air a été inaugurée par le maire d'Agno. Un reportage signé Justin Cramp. Une nouvelle structure fait son apparition à la place du marché aux bestiaux. C'est la station de mesure de la qualité de l'air de Haguenau. Elle fonctionne 24 heures sur 24 grâce à des capteurs qui sont reliés à des analyseurs et qui surveillent plusieurs polluants comme la quantité d'oxyde d'azote, d'ozone et les particules fines de l'air. Ces données sont ensuite traitées et diffusées heure par heure sur le site d'Atmo Grand Est. Cette station fait maintenant partie d'un réseau de surveillance de l'air composé de 78 stations dans le Grand Est. Un projet important pour la ville de Haguenau. La ville de Haguenau en fait soutient donc cet engagement. C'est un partenariat que nous avons avec Atmo Grand Est, qui est un organisme, une association agréée par l'État, qui nous permet de répondre à notre devoir en fait d'informer les citoyens sur la qualité de l'air environnante. Particulièrement préoccupé de la santé et de l'environnement. La principale cause de la pollution de l'air reste toujours l'activité automobile. Est-ce que les Haguenoviens adaptent leur comportement pour réduire la pollution de l'air ? Pas gâcher le chauffage, les lumières, faire attention aux déchets, au tri et tout ça. Aux vêtements, j'y donne. J'essaie de redonner à Emmaüs. J'essaie d'utiliser en priorité les transports en commun comme le bus, le tram et le train. Ainsi, ces stations qui se font parfaitement dans le décor
permettra aux Agonoviens de prendre conscience de leur impact sur l'air environnant. Il est toujours question d'environnement avec ces nouvelles mesures qui entreront en vigueur début 2022. Brian Royle nous explique l'impact de la suppression des emballages plastiques pour une trentaine de vos fruits et légumes. Voici ce que vous ne verrez plus en 2022. Des légumes préemballés. Concombres, carottes, poires ou encore oranges sont concernés. Au total, c'est le cas pour une trentaine de variétés. D'après le ministère de l'écologie, 37% des fruits et légumes sont concernés, ce qui représente près d'1 milliard d'emballages en plastique inutiles chaque année. Une mesure encore trop souple pour certains. Je pense que c'est une bonne chose, ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même vachement d'exceptions et qu'elle est progressive dans le temps avec des interdictions en 2022 et d'autres en 2023 et d'autres encore plus tard. Ça aurait été bien de faire tout de suite tout en 2022. D'après l'interprofession des fruits et légumes frais, ces conditionnements plastiques ne représentent qu'1,5% des conditionnements du secteur alimentaire. Elle se demande alors pourquoi ce secteur est ciblé en priorité. Une montagne de déchets. Voilà la réalité des centres d'incinération. Mais cette mesure sera-t-elle une manière de la faire diminuer ? Je pense que ça va être un peu minime. L'extension des consignes de tri aura un plus grand impact qu'uniquement la réglementation sur l'emballage des fruits et légumes. Pour les plastiques, à partir officiellement du 1er janvier 2023, tous les Français pourront, aujourd'hui c'est le cas pour 50% des Français, donc dans un an, un peu plus d'1 an, tous les Français pourront trier tous les emballages en plastique sans exception. Pour l'heure, seuls le PET, le PEHD et certains PVC sont recyclables. Dès 2023, le PELD, le PP et le PS le seront aussi. Vous trouvez cela trop complexe ? Pas de panique. Cela signifie simplement que tous les plastiques seront donc à déposer dans la poubelle jaune, incluant les emballages de fruits et légumes. Malgré ça, certaines personnes décident dès aujourd'hui d'adopter un mode de vie zéro déchet, pour éviter au maximum les emballages, qu'ils soient recyclables ou non. Qu'est-ce que ça signifie réellement, un mode de vie zéro déchet ? Alors le zéro déchet, il sert à éviter des emballages superflus, entre guillemets, que ce soit dans l'alimentaire. C'est un choix par rapport à... Dans les supermarchés classiques, on nous propose énormément d'emballages qui ne sont pas nécessaires. D'après Fanny, réduire sa consommation de déchets est à la portée de tous et peut aussi s'appliquer aux produits secs. Parce que, comme dit l'adage, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Pour approfondir cette thématique de gestion des déchets, nous avons une invitée, Justine Zimfer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargée de communication à l'EUT d'Agno. On le sait, les tri des déchets, c'est un sujet d'actualité et qui est très complexe à chaque fois. Est-ce qu'à l'EUT d'Agno, ce tri des déchets est réel et conforme à la législation ? Alors, le tri des déchets à l'IUT d'Agno est fait depuis des années. Nous avons plusieurs bacs de collecte. Malheureusement, ça fait quelques temps déjà que nos équipes de services techniques se rendent compte que le tri est mal fait. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise volonté de la part des usagers, mais souvent, c'est une méconnaissance des règles en vigueur. Donc, nos étudiants viennent de toute l'Alsace, même des fois de partout en France, et les règles peuvent être différentes que celles qui sont en vigueur dans la communauté d'agglomération d'Agno. Et alors du coup, qu'est-ce que vous comptez faire dans les semaines, mois ou années à venir pour sensibiliser encore un peu plus les étudiants ? Donc, depuis la rentrée 2021, nous avons mis en place une démarche de développement durable pour l'IUT qui s'appelle le projet Déclic. Et dans le cadre de ce projet, nous avons tout un volet qui concerne les déchets. L'année va être ponctuée par plusieurs actions, notamment une intervention assez prochainement du SMICTOM de Schweikhaus, de l'usine d'incinération. Donc les agents vont venir et vont étaler toutes les poubelles de la cafétéria des étudiants par terre. Ça leur permettra de faire un peu de pédagogie, d'expliquer ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, comment on peut améliorer notre tri. Et donc du coup, une question simple et rapide, quel est votre objectif pour les années à venir d'ici 3-4 ans ? Alors notre objectif, ça va déjà être de mettre en place des espaces de tri à des endroits plus réguliers dans l'IUT, puisqu'à l'heure actuelle, à part dans les cafettes, on n'a pas de possibilité de tri. Donc, notamment dans le bâtiment A, on va installer des zones de mini-déchetterie à tous les paliers et une zone centrale dans le hall du bâtiment B où on pourra trier toutes sortes de déchets. Et notre objectif un petit peu à plus long terme, c'est de collaborer avec les étudiants du département Clio qui ont un projet de ligne de recyclage de plastique. Donc on va collecter ce plastique et à l'échelle de 2-3 ans, on aimerait pouvoir recycler entièrement tous les déchets plastiques qu'on génère à l'IUT. Eh ben, en tout cas, merci pour vos réponses et en espérant que du coup, beaucoup d'étudiants nous écoutent et changeront leurs habitudes. Merci à vous. Pour tous les adeptes de coloration, vous pouvez vous aussi faire un petit geste pour la planète. Plus respectueuse de l'environnement, la coloration végétale est une alternative aux produits chimiques utilisés dans les salons de coiffure. Célian Tagon et Adèle Fournet se sont rendus chez un professionnel qui vient d'obtenir un label. Chez Guy Salomon, on a voulu trouver un moyen de moins polluer la planète.
Après de longues recherches, il a réussi en 2005 à intégrer la coloration végétale professionnelle dans ses salons. Ça fait longtemps que j'essaie de trouver la coloration végétale professionnelle, parce qu'elle existe dans le commerce, maintenant sur Internet on peut en avoir, mais nous souhaitions, nous voulions un résultat vraiment professionnel, avec des mélanges adaptés qui tiennent sur les cheveux. Ici, on pratique la coloration végétale depuis 2005. Labellisé Mon Coiffeur s'engage depuis 2010, cela signifie respect de l'environnement, bien-être au travail et pérennisation de l'entreprise par l'économie. Alors pourquoi ? Parce qu'on a ressenti le besoin de moins polluer, parce que les colorations chimiques, on les rejette dans l'eau qui s'écoule, alors que les colorations végétales vont se biodégrader complètement. Couleur végétale, il n'y a pas de problème allergique, il n'y a donc aucun souci de santé non plus. Et donc voilà, c'est vraiment le produit idéal. La limite de la couleur végétale, c'est qu'on ne peut pas éclaircir les cheveux. Cassis, Henné, Indigo, un mélange au gramme près qui tient beaucoup plus longtemps que la coloration traditionnelle. Un choix qu'Olivia a fait sans hésiter. Il y avait des raisons écologiques, déjà pour la planète, et puis pour moi aussi pour éviter de mettre trop de produits chimiques dans les cheveux, sur la tête. De quoi redonner le sourire à vos cheveux et à la planète. La ville de Haguenau a souhaité dynamiser et améliorer la synergie des entreprises. C'est pourquoi un nouveau tiers-lieu vient d'ouvrir ses portes, le Paddock Academy. L'objectif étant d'accueillir entrepreneurs, start-up, mais aussi des étudiants. Un reportage de Maxence Rémy et Joël Gangloff. Des anciennes écuries d'un hôpital métamorphosé en un espace moderne au service des nouvelles pratiques de travail, c'est la Paddock Academy. À l'intérieur du bâtiment, tout a changé pour être adapté à la nouvelle activité. On y retrouve des salles non attitrées et en libre accès pour de la visioconférence et des réunions, des espaces dédiés à la détente, ainsi que des bureaux avec vue sur l'extérieur. Enfin, l'aspect contemporain a été mélangé avec des objets venus de loin et des œuvres artistiques. Donc la Paddock Academy a pour vocation d'être le carrefour pour le territoire du Nord, le carrefour de l'entrepreneuriat, de l'innovation, au service des diversités. La première start-up à s'être installée se nomme Indoor Santé et elle accompagne les personnes en difficulté physique ou morale. Indoor Santé, c'est une société d'ingénierie dans le monde du sport pour la santé. La taille des villes comme Haguenau nous convient bien. Pourquoi la Paddock Academy ? Parce que la Paddock, c'est un tiers-lieu. Et l'objet du tiers-lieu, c'est d'apporter des nouvelles compétences pour les mettre à disposition d'un territoire. La start-up propose déjà des cours de sport à distance et souhaite à l'avenir proposer sa salle mobile qui pourra se déplacer en fonction des besoins des clients. Une autre entreprise nommée Vertu a pris ses quartiers dans ce nouveau lieu pour travailler sur des meubles fabriqués à partir de matériaux recyclables et décorés de plantes qui consomment peu d'eau. Au rez-de-chaussée du bâtiment, une brasserie a aussi ouvert ses portes et elle est destinée au personnel, mais pas que. C'est une sorte d'intérêt commun qu'on a tous parce qu'on permet à la Paddock Academy d'avoir un petit endroit convivial sympa dans lequel on peut venir boire un verre ou manger un morceau. Et puis en contrepartie, toutes les manifestations qui peuvent avoir besoin d'un lieu, il est à disposition et nous on profite aussi de ces gens qui descendent de la Paddock Academy. Également lieu événementiel, la brasserie accueille ce soir-là des employés de la Paddock, des salariés et des étudiants, ainsi que 2 startups venues présenter leurs projets, comme Sportima, une application dédiée aux joueurs et aux clubs de foot. Si on est venu aujourd'hui à cet événement, c'était pour partager justement l'histoire de Sportima avec l'écosystème local, strasbourgeois, haguenoyen, alsacien. Ce lieu a pu voir le jour grâce à une aide de la région Grand Est et il espère créer une véritable synergie entre acteurs économiques de Haguenau et ses environs. En tout cas, une très belle initiative. Si l'Espagne reste la première destination Erasmus, la France est depuis quelques années le premier pays d'origine des étudiants Erasmus. Chaque année, ce sont 40 000 étudiants français qui se lancent dans cette aventure. Un reportage à l'Université de Strasbourg par Adèle Fournier. Elle est aujourd'hui en master technologie des langues. Tiffaine Bourgeois est partie en 2019 à l'âge de 20 ans pour 1 an d'immersion en Norvège. Je suis partie en Erasmus parce que pour moi ça me semblait assez évident. Mes grands frères étaient partis en Erasmus et j'en avais entendu parler toute ma vie. Ça change beaucoup de la France, ou en tout cas de moi là où j'ai été. J'ai grandi en région parisienne, donc la neige de octobre à mars, je connaissais pas trop.
C'est pas une photo très claire, mais c'est une des meilleures expériences que j'ai. Premier jour d'intégration, on avait une grande réunion avec tous les Erasmus. Et ils nous ont jeté une pelote de laine. Ils ont dit tenez-la et jetez-la à quelqu'un d'autre. Et au final, on était tous dans un grand nid de laine. Ils nous ont dit voilà, ça représente votre expérience et le lien qu'il y a entre vous tous. Ça m'a fait beaucoup grandir. Tout ce qui m'arrive plus ou moins dans ma vie maintenant, je me dis bon, je suis allée dans un pays étranger où je connaissais personne, j'ai passé la nuit dans un aéroport. Maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver ? La France accueille plus de 30 000 étudiants Erasmus chaque année, dont plus de 8 000 en provenance d'Allemagne, comme Ronia Folmari, étudiante en droit. Je voudrais bien améliorer mon français et moi je me suis dit que je ne vais pas faire un séjour avec un avion à cause d'un environnement, alors c'est la France. Et pour aider ces étudiants à s'intégrer, l'Université de Strasbourg a mis en place des soirées parrainage à la Maison universitaire internationale. On s'est rendu compte que ces échanges, ces formes de parrainage, permettaient justement qu'ils puissent rapidement prendre leur marque, parce qu'il y a d'autres codes, il y a d'autres manières, et donc très rapidement pour qu'ils s'adaptent facilement à ce changement d'environnement. Depuis 2014, c'est également tout le personnel universitaire qui a accès à Erasmus. Les candidats font l'objet d'un accompagnement par un service dédié. Alors, toutes les formalités sont en ligne. Ce sont des dossiers qu'ils doivent remplir, et pour la destination, pour leur bourse, mais aussi pour leur plan d'études. Pour plus d'informations sur les inscriptions Erasmus, rendez-vous dans votre établissement pour scanner la plaquette ou directement sur le site de l'université. Si vous voulez rencontrer des étudiants d'horizons différents, vous pouvez aussi vous inscrire pour participer aux réunions parrainage. Le confinement a fait exploser le nombre d'adoptions d'animaux, mais cet été, le nombre d'abandons a battu des records. Plus de 16 000. Les refuges sont donc bondés. Youssef Kadour nous a fait découvrir une alternative pour venir en aide aux animaux. Devenir famille d'accueil pour chats. Des chats errants pris en charge par l'association ERA au centre de Strasbourg. Ils sont soignés et nourris par des bénévoles avant d'être proposés à des familles d'accueil, une solution provisoire avant l'adoption. Donc déjà, une famille d'accueil, c'est quelqu'un qui va nous permettre d'accueillir plus de chats, puisque plus on a de familles d'accueil, plus on peut prendre de chats en charge. Une famille d'accueil, c'est aussi quelqu'un qui va permettre, pendant le séjour du chat à l'association, que le chat soit plus confortable. Elle va prendre un chat qui n'est pas tout à fait sociable, en fait, et donc là, l'enjeu, ça va être de le sociabiliser, donc de lui donner confiance en l'humain, etc., de voir s'il est sociable ou pas aussi. Nobu a eu de la chance. Abandonné, il a été adopté à 4 mois par Lexi. La jeune fille n'est pas passée par la case famille d'accueil, mais juge le concept intéressant. Alors, si j'ai pas voulu faire famille d'accueil et que j'ai préféré adopter directement, c'est parce que pour moi, mes chats, ce sont des membres de ma famille et j'ai pas envie de les voir partir et en voir d'autres arriver en permanence. Ça me déchirerait beaucoup trop le cœur. Donc, je pense qu'effectivement, famille d'accueil, c'est peut-être adapté à des gens qui n'ont jamais eu de chat, parce que moi j'ai grandi avec des animaux toute ma vie, mais des gens qui n'ont jamais eu d'animaux, ça peut être une bonne expérience pour savoir s'ils sont prêts à accueillir un chat sur le long terme en fait. Les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram permettent aux particuliers de s'entraider. Juliette a recueilli Bredele, puis s'est engagée dans la cause animale en créant de vraies communautés en ligne. Alors il y a 2 ans, j'ai pris l'initiative de créer le groupe Facebook Chat de Mundo. Donc c'est un petit groupe local qui réunit les gens qui sont bienveillants sur la commune de Mundolsheim envers les animaux. Et ensuite, à partir de là, j'ai vu qu'il y avait un réel besoin, mais carrément sur Strasbourg en fait. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an, j'ai créé Animaux de Strasbourg. Donc c'est un groupe beaucoup plus gros. On est bientôt 1500 sur ce groupe Facebook. Et c'est exactement le même principe, c'est pour les animaux perdus, animaux trouvés et principalement aussi pour les sauvetages de chats errants. Si les particuliers cèdent des réseaux sociaux, c'est aussi le cas des refuges. L'association ERA n'existerait pas depuis 2014 sans Facebook. Nous, du coup, on n'a pas vraiment de référentiel avant les réseaux sociaux parce que nous, on a commencé l'association avec et grâce aux réseaux sociaux, en fin de compte. La première année, on avait genre 300 chats pris en charge, la deuxième année, 800 pris en charge. Mais il est clair que les réseaux sociaux ont joué beaucoup sur le bouche à oreille, sur le fait que ça partage, que ça diffuse. Grâce à cette initiative, ERA, c'est plus de 5500 chats pris en charge par une trentaine de bénévoles dévoués pour la cause animale.
Strasbourg, capitale européenne et 8e plus grande ville de France, n'a pas su créer des liens avec la scène skate. Contrairement aux autres grandes villes, Strasbourg est en retard, mais quel est le ressenti des pratiquants sur la situation actuelle? Un reportage de Grégoire Hoffmann. L'ombre du tribunal, c'est là que s'est créé le plus grand rassemblement de skateurs. Parmi eux, Clément, 20 ans, qui vient pratiquer régulièrement là où il y a le plus de skateurs. Ah non, à Strasbourg, il n'y a rien. On est obligé d'aller dans les villages autour, et sinon on skate dans la rue, et c'est là qu'il y a les soucis des fois avec les passants, mais à Strasbourg, il n'y a rien du tout. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a les vieux qui se battent pour avoir vraiment des infrastructures à Strasbourg et qu'on n'a rien. Mais là, ces derniers temps, avec la dernière municipalité, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte et il y a des discussions qui se mettent en place, donc ça risque d'avancer, je pense. Nous avons interrogé des passants afin de savoir si la pratique du skate sur les places publiques nuit à leur bien-être. Non, les skateurs ne me dérangent pas du tout. Au contraire même, enfin, c'est un endroit où j'aime bien prendre des photos parce que je trouve que le mélange est rigolo d'un point de vue image entre les skaters et les gens habillés un peu plus sérieusement qui vont et viennent. Ça me dérange pas. Pas du tout. Du tout. C'est un petit sport, ça leur amuse, ils font ce qu'ils veulent quoi. Après quand on passe, il faut faire un peu gaffe, mais à part ça, non, c'est bien, c'est cool. Enfin, il ne dérange pas. Le temps d'un week-end, ces jeunes ont pris l'initiative de construire et de modifier le musée d'art moderne pour satisfaire leur plaisir. Le musée d'art moderne, ou le ZEMS, est un endroit mythique et reconnu dans la scène skate. Plusieurs professionnels sont passés par là. Mais depuis, la place n'a pas franchement évolué et la ville ne participe pas au développement du spot. Non, je pense pas que Strasbourg valorise les skateurs. Il n'y a pas de trucs qui sont faits comme dans plein de villes ou de grandes villes. Genre à Bordeaux, à Paris, t'as plein de trucs, ou à Lyon, ça, où les places sont aménagées et peuvent faire du skate. Genre on va rajouter des arêtes métalliques, machin, pour que le spot soit bien. Mais non, le skate n'est pas valorisé, c'est un spot, c'est la ville quoi. L'envie de renouveau devient de plus en plus urgent pour ces jeunes skateurs. Aménager la place du musée d'art moderne de façon à inclure le skate dans la vie des passants est possible, comme l'ont prouvé Lyon, Paris ou encore Bordeaux. Les possibilités de création sont infinies et elles permettraient de montrer un visage nouveau sur la discipline en vogue qu'est le skateboard. Et maintenant, une page de sport avec la course de l'Equiden. L'Equiden est un marathon en équipe qui se déroulait à Rivestoile à Strasbourg. Organisé par l'Association des sports de Strasbourg Europe et l'Office des sports, cette course accueille aussi bien les coureurs amateurs qu'expérimentés. Un reportage sportif signé Djal Melounou et Tom Brestenbach. Il ne s'agit pas là d'une simple course à pied, mais d'un Equiden. C'est un marathon en relais par équipe de 2, 4 ou 6 personnes. Chaque équipe doit courir un total de 42,195 km en se relayant sur un parcours de 5 km. Débutants, amateurs ou professionnels, tout le monde peut participer. C'est ma première participation. Je cours aujourd'hui pour l'Equiden, donc pour l'entreprise AJP dont je fais partie aujourd'hui. C'est mon troisième. Ouais, mon troisième Equiden. Je crois que c'est la 5e édition. Et les 2 dernières années, avec mon club, la SL, on avait fini premier, mais c'était beaucoup moins relevé que cette année. Bien que la concurrence peut sembler rude, l'Equiden est très loin d'être une compétition olympique. C'est une épreuve d'origine japonaise, d'où la présence de plusieurs stands liés à la culture asiatique, permettant ainsi aux coureurs et aux supporters de voyager un peu. L'ambiance de l'Equiden tranche avec les courses traditionnelles. Ce n'est pas l'esprit de compétition qui anime les participants, mais autre chose. La course de Strasbourg, c'est vraiment les gens qui viennent pour la compétition et tout. Et là, on sent que c'est plus convivial, on va dire. Depuis 2012, le marathon officiel de Strasbourg était accompagné d'une épreuve Equiden. Mais depuis 5 ans, les marathons ont été annulés. L'Equiden reste donc la seule épreuve sur cette distance. Un moment de convivialité pour les amis et les familles. Ça fait des années, les copains avec qui je cours, on s'appelle les coureurs du dimanche, les CDD, voilà. Ça fait des années qu'on se dit « on fera une course tous ensemble ». À chaque fois, non. Et puis, il y a eu le Covid, etc. Et donc là, cette année, on s'est dit « allez, ils refont l'Equiden ». Convivialité, entraide et marathon. Voilà les 3 mots qui définissent l'Equiden. Pour les moins sportifs d'entre vous, et après une année blanche pour les cinémas, le Mégarex d'Agno a rouvert ses portes ce mercredi, soit 1 an après l'incendie qui avait ravagé une salle du cinéma. Une réalisation de Robin Ponviane et Brian Royle.
Ce n'est pas la cohue, mais un air de fête flotte au cinéma d'Agno, avec cette réouverture attendue depuis plus d'1 an, qu'il s'agisse des cinéphiles ou encore des employés du cinéma. C'est sûr qu'après 1 an, on est contents tous de revenir, que ce soit travailler ou venir voir des films. Ça, je pense que c'est le plaisir de tout le monde. On le rappelle, un incendie s'était déclaré le 8 octobre 2020, laissant derrière elle une salle détruite. Après 1 an de travaux et 5 millions de réparations, l'enquête est toujours en cours et n'a pas découragé les fidèles du Mégarex, qui tenaient à être présents le jour de la réouverture. Le Mégarex est mon cinéma de cœur. Je ne suis pas allé voir un film ailleurs, même depuis la réouverture des salles. Et donc, je n'y suis pas allé. J'attendais que ce cinéma rouvre. Et j'ai appris qu'hier soir que ça rouvrait aujourd'hui. J'avais un film intéressant à voir. J'étais là aujourd'hui. Bien que le cinéma n'a pas été pris d'assaut en ce jour de réouverture, le directeur reste très confiant sur l'avenir du cinéma. Lundi, c'est quand même pas mauvais parce que les gens, ils ont envie de revenir au cinéma, ils ont envie de voir des films, ils ont envie de sortir tout simplement. Les gens se vaccinent de plus en plus, donc je pense qu'à moyen terme, on retrouvera une fréquentation normale. Tout va reprendre tout doucement comme avant, bien sûr. Le cinéma Mégarex est donc rouvert depuis le 13 octobre et n'attend que vous dans ses salles obscures. Si vous ne disposez pas de citrouilles ou de squelettes effrayants sur le seuil de votre porte, vous passez à côté d'une fête incontournable de l'année. Argument commercial ou réel engouement populaire qui représente Halloween chez nous, un reportage signé Florian Walter. Impossible de passer à côté de cette célèbre fête de l'année. Citrouilles et squelettes, c'est ce que vous trouverez dans les rayons des petits comme des grands commerces dès le début du mois d'octobre. Mais en France, la fête d'Halloween s'impose avant tout comme image de marque. L'horreur fait vendre, un argument dont les commerçants se sont rapidement emparés. Alors justement, lors de la période de Halloween, le fait que nous décorions nos rayons, on se donne de la peine de les animer avec des automates qui sont en fonction, qui sont allumés à l'entrée. Ça fait parler et puis ça nous amène beaucoup de clients. Les commerçants observent majoritairement une augmentation de leur clientèle ainsi que de leur chiffre d'affaires en cette période de 30%. Vendeurs de costumes, confiseurs et pas que, le célèbre chocolatier s'est inspiré de l'image de la fête dans le but d'attirer de nouveaux acheteurs. Absolument, la décoration il y est pour beaucoup, c'est une vitrine, c'est une image et les gens s'arrêtent, regardent, les enfants notamment, oh regarde il y a des toiles d'araignée, machin, etc. Donc si vous voulez tout ça, ça emmène, c'est une attraction. Et l'attraction, pour nous, c'est important parce que les gens, il faut qu'ils nous voient. Bien que Halloween n'ait pas encore véritablement posé ses marques en France, la fête séduit principalement un public jeune. Effectivement, le 31 octobre est une occasion de se réunir entre amis ou famille autour d'une soirée atypique. Pour moi, c'est une fête où on passe du temps avec ses amis et on peut se raconter des histoires qui font peur. Même si la fête gagne en visibilité, certaines personnes craignent que Halloween disparaisse en France. Alors moi, ça me fait un peu peur. J'ai un peu peur que la Halloween s'arrête parce que c'est pas une tradition assez ancrée en France, dans certaines villes, régions. Et très peu de commerçants mettent en avant cette fête. C'est déjà les décos de Noël qui sont en vente, alors que Halloween, c'est même pas encore passé. Loin d'égaler la notoriété de la période de Noël en France, Halloween tente progressivement de s'établir culturellement dans nos paysages. Peut-être sera-t-elle un jour aussi populaire que dans les pays anglophones. Déjà 30 ans que Serge Gainsbourg nous a quittés. L'artiste considéré par beaucoup comme le plus grand chanteur français était aussi bien connu pour son alter ego Gainsbar. Une exposition photo à Erstein a donc été organisée pour lui rendre hommage. Un reportage de Joël Gangloff et Maxence Rémy. Une violente, ravagée par les abus et par la vie. Une voix rauque et un personnage connu de tous. 30 ans après sa disparition, Lucien Gainsbourg, dit Serge Gainsbourg, marque toujours les esprits. L'occasion pour Michel Ruchnack, organisatrice de l'événement Gainsbourg Affirmatif, de rendre hommage à ce personnage ambivalent. On m'a demandé au mois de janvier si j'avais envie de faire une exposition sur qui je voudrais faire cette exposition et j'ai tout de suite dit Serge Gainsbourg. Ce que j'ai retenu chez Serge Gainsbourg, sa sensibilité, sa fragilité, sa générosité, sa poésie. Un événement au cœur duquel une exposition photo à Erstein rend hommage à ce jeune peintre devenu chanteur après avoir découvert Boris Vian. Je suis le poinçonneur des lilas, pour invalide changer opérant. Sa première chanson, Le Poinçonneur des Lilas, sortie en 1958, lance sa carrière. L'image d'un Gainsbourg jeune et timide, très éloigné du sulfureux Gainsbar, que l'on peut redécouvrir à Erstein.
Ça nous a permis de découvrir le personnage dans toute sa dimension, l'homme aussi de ses débuts, avec une élocution qui est tout à fait différente, voilà, avec des chansons. Je ne suis pas sûre d'ailleurs si on écoute les chansons de ses débuts, qu'on ne confonde pas avec quelqu'un d'autre. Parce que de Gainsbourg, on retiendra aussi Gainsbar, son alter ego alcoolique, vulgaire et provocateur, loin de l'image du Gainsbourg des débuts, qui lui servira de carapace, derrière laquelle il cachera sa timidité et sa sensibilité à fleur de peau. Écorché vif, poète maudit ou encore amoureux des femmes, tous les Gainsbourg coexistent en un seul endroit dans cette exposition qui n'attire pas que les fans de l'artiste. Je connais un peu Gainsbourg, je ne suis pas vraiment fan de Gainsbourg. J'ai constaté qu'il reprenait quand même des grands classiques et qui refaisait des musiques à partir de ça. Et quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu déçue, quoi. Moi, j'ai été à 2 de ses concerts, quand j'étais beaucoup plus jeune, évidemment. Et donc voilà, c'est toujours intéressant. Il y a des photos inédites et donc voilà, c'est bien. Un bel hommage à l'homme à la tête de chou qui disait avoir comme ambition d'imposer sa sale gueule. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre écoute ainsi que votre présence. Tout de suite, la météo de David Affleck, puis votre film de l'après-midi, Les Trois Frères. Vous l'avez entendu, on se quitte sur Serge Gainsbourg. Bon après-midi à vous sur l'IUT d'Agno. Je sens des boules et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les